Désolée pour cette luminosité qui va être tout à fait changeante, mais en même temps j'adore avoir le soleil dans la face et c'est tellement rare que je compte bien en profiter. Tant pis pour l'aspect technique de cette vidéo, on n'y est pas, on le sait bien. Bonjour et bienvenue dans ce bilan culturel du mois de janvier 2026, premier bilan de l'année, bonne année, Happy New Year, passez une année pleine d'argent, de joie, de santé, d'amour et de pratiques culturelles et surtout de moula, je le répète, mais parce que franchement, c'est important par les temps qui courent. En janvier, commençons par la musique, tiens. Je vais pas répéter chaque mois l'histoire du grand ouvrage, mais le grand ouvrage musical se poursuit. J'ai réécouté beaucoup d'albums en prenant vraiment le temps de l'écoute, etc. En fait, j'essaye de réécouter un peu tous les vinyles que j'ai. Et de prendre vraiment ce temps de l'écoute avec l'objet vinyle, etc., plutôt que d'écouter la musique en faisant autre chose. Bref, on a compris l'idée. Et j'ai aussi écouté deux nouveaux albums, The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, exceptionnel, incroyable, génialissime, j'ai adoré. Et Annette, la BO, enfin en fait je crois que c'est des extraits de chansons qu'il y a dans le film, mais c'est une sélection en gros, donc la BO du film Annette. J'avais oublié à quel point cette BO était exceptionnelle. Et je crois que j'ai envie de revoir le film. Je sais pas, ça m'a remise dans un mood un peu bizarre et je me suis souvenu que ce film, je crois que je l'avais vu deux fois quand il est sorti. Et il m'avait laissé un peu confuse. Je l'avais à la fois trouvé zinzin et à la fois il m'avait beaucoup dérangée. Et je sais pas, j'avais adoré cette marionnette, j'avais été très dérangée par le féminicide qui passe comme ça, comme si de rien n'était. Je sais pas, ça m'a un peu donné, de replonger dans la BO, ça m'a un peu donné envie de revoir le film, donc peut-être que je ferai ça prochainement, ou pas du tout. En tout cas, voilà pour les deux albums que j'ai découverts ce mois-ci, et j'ai fait deux concerts, parce qu'on a dit que la découverte de la musique passerait aussi par le live. Donc je suis allée voir Vendredi-sur-Mer en concert. Je connais assez peu ses chansons, je connaissais ses hits, j'ai un petit peu écouté quand même son dernier album avant d'y aller, et je craignais un peu que ça soit très très doux, calme, tranquille un peu trop. Et en fait, pas du tout. Et c'est ça la magie du live, et c'est ça qui est peut-être génialissime en découvrant des artistes, en tout cas en vivant de la musique en live, c'est qu'en fait bah, les sets en live sont faits, pensés pour que ça fonctionne sur du vrai gens dans la vraie vie. Et donc c'est beaucoup moins calme et doux que les musiques enregistrées, et c'était vraiment super. Et j'ai également vu en concert Giorgio, dont je ne connais pas le travail depuis 2016. Voilà, moi je me suis arrêtée à Hera, qui était un album que j'adorais, que je connaissais quasiment par cœur quand j'étais très jeune. J'y suis allée un peu pour soigner mon enfant intérieur, et aussi dans cette idée d'aller voir des artistes en live. J'ai trouvé son énergie absolument exceptionnelle. Il a une énergie de zinzin, je le trouve, enfin je trouve que physiquement c'est vraiment une... Enfin, c'est exceptionnel quoi, comme performance. Parce qu'il débite, il enchaîne les chansons et tout, il est là, il boit pas d'eau, genre frère, fais une pause, je sais pas, respire. Et en même temps, donc ça j'ai trouvé ça fou, et en même temps j'ai trouvé que son set était quand même beaucoup constitué, enfin composé de chansons qu'il a en featuring avec d'autres artistes. J'ai l'impression que sur son dernier album, il y a pas mal de featuring, ou celui d'avant, je sais pas trop, mais bref. Et du coup j'ai trouvé ça un peu dommage, parce que quand tu fais des sets où tu peux pas inviter des gens, mais que tu gardes plein de morceaux où il y a des gens, bah en fait tu te retrouves juste à chanter la moitié de tes chansons, puis la moitié c'est de l'enregistrement des gens qui sont pas là. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage, mais c'était quand même très chouette. Ensuite, en termes de cinéma, je suis allée voir Qui brille au combat de Joséphine Japy. J'ai été hyper touchée par le récit de cette famille qui vit la maladie, le handicap, l'errance médicale en famille, etc. J'ai été un peu saoulée de ce père à qui on passe toujours tout, qui est jamais là, mais ça c'est toujours la même chose. Mais bon, à la limite, c'est l'histoire de la réal, donc je vais pas remettre en question que son père était un mauvais père. En revanche, j'ai été profondément dérangée, et encore une fois, si c'est une histoire vraie, je n'ai rien à redire, mais j'ai été profondément dérangée par la relation de Marion, 17 ans, avec ce grand monsieur là. Le mec, le fils de riche là, le restaurateur. En fait, il est adulte, c'est une enfant. Enfin, en tout cas, peut-être pas une enfant, mais en tout cas, elle est mineure, elle a genre 17 ans. Et lui, c'est un grand garçon, vraiment une grande personne, un grand adulte. Et en fait, ça m'a profondément dérangée, cette relation. Et du coup, ça m'a un peu gâché, franchement, le film. Parce que ça m'a trop dérangée, je suis trop restée bloquée sur le fait que c'est archi pas ok ce qui est en train de se passer, mais c'est comme si tout était ok et tout était normal, et c'est pas un sujet. Alors que, en fait, c'est archi un sujet. Pour moi, en tout cas. Voilà. Ensuite, j'ai vu Fursi, Né libre, qui est le dernier film d'Abdel Malik. Je suis toujours un peu...
Je sais jamais trop comment me positionner et comment donner vraiment mon avis sur les films qui traitent de ce genre de thématique, parce qu'en vrai, je connais trop peu le sujet pour savoir s'il est bien traité. Traité. En revanche, moi j'ai bien aimé le film, j'ai trouvé qu'il était pertinent, j'ai trouvé l'acteur très bon, j'ai trouvé que c'était violent là où il fallait que ça soit violent, c'est pas tire-larme, c'est pas subversif et trash pour faire du subversif et trash, c'est juste, il y a des choses très violentes, parce qu'en fait, ça raconte quelque chose de très violent, et j'ai trouvé que la violence était vraiment au bon endroit, et que, ouais, que c'était pas dans le pathos, enfin je sais pas, moi j'ai trouvé que l'équilibre était plutôt bon, après sur le récit historique, sur les faits, sur comment les choses sont mises en œuvre, ça effectivement, je m'avancerai pas à donner mon avis sur le sujet, parce qu'encore une fois, c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout suffisamment. En tout cas, j'ai trouvé le film réussi. J'ai vu, et il faut absolument que la terre entière aille voir, Palestine 36. Déjà parce qu'il est primordial, à mon sens, de regarder du cinéma palestinien, tout comme il est essentiel de lire de la littérature palestinienne, etc. Parce que pour moi, c'est important, particulièrement, depuis toujours, mais particulièrement en ce moment, de vivre les récits de la Palestine par les Palestiniens et les Palestiniennes, plutôt que par l'Occident qui raconte la Palestine. Première chose. Deuxième chose, Palestine 36 pointe une fenêtre de l'histoire qui est essentielle pour comprendre ce qui est en train de se passer en ce moment et ce qui, en fait, se passe depuis 90 ans. Et je trouve que ça le fait de manière très pertinente, de façon, à mon sens, assez objective, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, de façon juste, dans tout ce que ça a, mais encore une fois, de violent et de parfois pas souhaitable. Euh, mais ça explique pour moi beaucoup de choses, et vraiment, j'ai l'impression que c'est une fenêtre de l'histoire qu'on oublie, ou en tout cas qu'on nous raconte pas, qu'on n'a pas du tout en tête dans la chronologie de l'histoire de la Palestine et de ce qui se passe actuellement en Palestine. En ce sens, c'est un film qu'il faut absolument aller voir. Il est encore en salle. Il faut aller le voir. Voilà. Et enfin, au cinéma, après j'ai vu des films chez moi. Au cinéma, j'ai vu Hamnet, dont j'ai beaucoup entendu parler avant d'aller le voir. Je suis un peu partagée. À la fois, j'ai beaucoup aimé le film, parce que j'ai trouvé que ce voile de mystique qui plane sur l'histoire de cette famille est vraiment très chouette. J'ai trouvé le lien à la nature très intéressant, j'ai trouvé cette femme assez exceptionnelle, les enfants, etc. J'ai beaucoup aimé. Toutefois, ce qui m'a profondément dérangée, c'est qu'en fait, on en a marre, une fois de plus, des hommes problématiques, des pères absents, mais qu'on glorifie au nom du grand projet professionnel, de la création artistique, etc. En fait, on est fatigué. On est fatigué. Pour moi, le père défaillant, le mari, père, homme défaillant, bah, il est juste défaillant. Il faut arrêter de leur trouver des excuses et il faut arrêter de les glorifier en tant que créateurs alors que ce sont juste des êtres humains abjects. Voilà, pardon, moi c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Et à la fois j'ai adoré le film, mais en même temps, quand j'y réfléchis, je suis un peu en mode, en fait on en a marre. Ça m'a saoulé. J'en ai assez. J'en ai assez. J'ai trop vu ce type de récit, j'en ai assez. Et enfin, à la fois j'ai adoré, encore une fois c'est pour ça que je suis très par rapport à ce film, j'ai beaucoup aimé la scène de la fin, la scène de théâtre, parce que j'aime beaucoup le spectacle vivant, et bien que je suis pas très spectacle vivant filmé, voilà, j'ai trouvé que la scène était très chouette, la scène de la fin, je l'ai trouvée chouette. Cependant, je trouve que le théâtre arrive un peu comme un cheveu oh là là, comme un cheveu sur la soupe. Euh, C'est-à-dire que notre monsieur, dont on ne sait pas exactement quand même qu'il est Shakespeare jusqu'à la fin, c'est-à-dire que si tu fais pas le lien entre Hamnet et Hamlet, si tu connais pas... Alors moi j'avais fait le lien entre Hamlet et Hamlet, mais je connais pas l'histoire de Shakespeare dans sa vie personnelle. Donc en fait j'ai eu aucune idée en voyant tout le film de la part de vérité du nombre d'enfants, de la maladie, de tout ça. Ça, j'en savais rien. Donc en fait, à la fin, on nous pond qu'en fait ce monsieur c'est Shakespeare, mais rappelons-nous, il quitte sa famille à Londres pour aller faire des gants en cuir, et à aucun moment on nous dit très clairement qu'il est metteur en scène et qu'il écrit des pièces de théâtre, et du coup je trouve que le théâtre à la fin, en mode ok, Shakespeare est un grand metteur en scène ultra reconnu, que tout le monde va voir et qui a un succès de zinzin à Londres, bah ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Moi, j'avais pas lu le roman, Hamnet, je connaissais pas l'histoire familiale de Shakespeare. J'avais compris que ça parlait de lui, on comprend à un moment quand même, on n'est pas complètement dupe, euh,
que Paul Mescal, c'est William Shakespeare, mais en fait, malgré tout, j'ai trouvé que, bien que cette scène est vraiment très super à la fin, elle arrive, pouf, un peu comme ça, un peu sortie de nulle part. Donc j'ai trouvé ça un peu curieux, et en même temps, encore une fois, j'ai bien aimé le film, donc je suis un peu partagée. J'ai vu des films chez moi également en janvier. J'ai découvert E.T. Bah c'était super. Voilà, c'était super. J'ai beaucoup aimé ce cinéma, j'ai beaucoup aimé les images, j'ai beaucoup aimé l'histoire. C'est tout doux, c'est tout mimi, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai trouvé ça super. Ensuite, mais pourquoi n'ai-je pas commencé par ça? Non mais voilà, le mois de janvier, il a été tellement long que j'ai l'impression que c'était il y a 4 ans en fait. J'ai regardé Les Seigneurs des Anneaux, les 3 films en version longue. C'était quand même l'une de mes grandes aventures culturelles de l'année. On s'était bouclé début janvier. Parce qu'à la base, je voulais les regarder pendant les vacances, mais j'ai pas eu le temps. C'était génial. C'était super. J'y allais non pas sans une forme d'appréhension, parce que les films sont quand même très longs, et que, a priori, la fantasy, c'est pas trop ma cam, ma DA. Euh, Et évidemment, je n'ai pas lu les livres. En revanche, j'ai été très très agréablement surprise. Écoutez, c'est dramatique, c'est épique. Il y a de la musique de zinzin, il y a des paysages de fou, il y a des scènes de combat. Alors oui, il n'y a pas une femme, oui, les hommes sont tous problématiques, mais dans l'ensemble et dans l'univers et dans le genre de cinéma dont il est question, à l'époque où il est question, j'ai trouvé ça génial. J'ai presque envie de les lire. Je pense que je n'aurai jamais l'énergie, mais j'ai presque envie de me dire je veux lire Les Seigneurs des Anneaux. Franchement, ça fonctionne trop bien. Il y a quelque chose de contemplatif qui prend le temps. En même temps, les films font 4 heures. Heureusement qu'on prend le temps. Mais voilà, qui prend le temps, qui avance doucement, c'est vraiment une épopée, une grande aventure, et une grande aventure avec des personnages quand même assez très chouettes. Legolas, ma vie pour la sienne, je l'adore. Euh, Bon, le Frodo, là, on peut pas se le voir, mais à la limite, c'est même pas le sujet. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que finalement, il n'y a pas un personnage principal. Celui qui pourrait être considéré comme le personnage principal, c'est quand même celui dont on raconte pas le plus intéressant. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était équilibré dans l'écriture des personnages. Ouais, les paysages, la musique, enfin, vraiment, c'est épique. Le mot pour moi, c'est épique et ça fait du bien. C'est-à-dire que c'est pas le type de cinéma que peut-être je consommerais tous les jours. C'est peut-être pas le type de littérature que j'arriverai un jour à lire, et encore. Mais, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. J'ai trouvé ça super. Et vraiment, je suis contente de l'avoir fait et je suis contente d'avoir passé un bon moment parce que sinon, ça aurait été très très long. Mais c'était super. Voilà. Pas surfait, pas survendu. Les gens ont raison. Le Seigneur des Anneaux, c'est iconique. Voilà. Euh, J'ai vu Once Upon a Time in Gaza, chez moi également, des frères Abou Nasser, je crois, ou Nasser tout court, je sais plus. J'ai trouvé ça très chouette, encore une fois, moi c'est dans l'idée de regarder du cinéma palestinien, et ce qui est intéressant c'est que c'est juste, entre guillemets, du cinéma palestinien. Ça raconte rien de l'histoire de la Palestine, c'est un film de fiction palestinien. Donc rien que pour ça, j'ai trouvé ça assez super. Parce que Palestine 36, c'est de la fiction, mais c'est de la fiction historique. Alors que là, Once Upon a Time in Gaza, c'est juste un film, quoi. J'ai vu Thelma et Louise. Pour la première fois, à mon grand âge, j'ai enfin vu Thelma et Louise. Exceptionnel. Exceptionnel. Je suis choquée de la modernité de ce film. Je ne comprends pas comment un homme, dans le début des années 90, a pu faire ce film. Je trouve ça incroyable. Les actrices sont incroyables. Les plans, la photo est incroyable. La musique est trop géniale. Déjà dans la forme, c'est divin. Et dans le fond, je vais pas vous mentir, j'en ressors en détestant encore plus les hommes et en détestant encore plus le monde dans lequel on vit. Certes, ça a été pardon, dur à traverser. C'est quand même violent, c'est quand même très dur. La relation de ces deux femmes, elle est ultra riche, ultra précieuse, mais c'est dur. Voilà, la scène quand même de l'agression, elle est particulièrement insoutenable. En tout cas, j'ai trouvé ça exceptionnel. J'ai trouvé ça exceptionnel parce que ce que ça raconte de la sororité, ce que ça raconte de la justice, ce que ça raconte de la misogynie, de la violence et du fait qu'en fait une femme agressée, ma belle,
pourquoi tu crois qu'on doit partir? Parce qu'en fait, personne ne te croira jamais si on dit qu'il t'a agressé. Je dis ce terme pour pas dire des termes plus trash qui pourraient ne pas fonctionner sur Internet. Euh, En fait, ce qui me... Enfin, j'ai trouvé ça du coup hyper bien mis en œuvre et vraiment archi pertinent. Mais ça m'a assez terrifiée et glacée de me dire que rien n'a changé. Voilà. Même situation qui se passe, si ça se passait en 2026, ça serait exactement la même chose. Voilà. Mais le film est tout à fait exceptionnel. J'ai adoré. J'ai adoré. Et enfin, en janvier, en film à la maison, j'ai regardé Star Wars Un Nouvel Espoir, épisode 4, donc, pour démarrer mon rewatch que je veux faire cette année en 2026 de Star Wars. Et du coup, j'ai traîné un copain qui n'a jamais vu les Star Wars dans cette aventure. Voilà, ça va être le rewatch de l'année. Et vraiment, c'est trop super parce que ça fait longtemps que je les ai pas vus. Sauf qu'entre-temps, l'univers, maintenant, je le connais. Et du coup, j'ai l'impression que quand je regarde là, j'ai regardé le film et j'étais en mode, mais en fait, il y a plein de trucs que je comprenais pas, qui sont évidents et qui, je pense, même la dernière fois que je les ai vus, qui n'était pas la première fois que je les voyais, que j'avais pas compris. Bref, je trouve ça super. Moi, Star Wars, j'adore. Donc, ça fait toujours du bien de replonger dans ce type d'univers. Ensuite, en janvier, on a vu quelques spectacles. J'ai vu Carmen, point, de François Grémeau. Écoutez, que dire, hein. François Grémeau, il a fait une trilogie Phèdre, Gisèle, Carmen, avec des seuls en scène, plus musiciens-musiciennes. Enfin, musicienne en l'occurrence. Je crois que Phèdre, le mec, il est vraiment que tout seul. Gisèle, c'est une danseuse avec 3 ou 4 musiciennes. Et là, Carmen, c'est une chanteuse, Rosemary Stanley, et 5 musiciennes. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel parce que Rosemary Stanley est absolument remarquable. Elle est incroyable comme femme, comme chanteuse et comme comédienne et comme personnage sur scène. Les musiciennes sont brillantissimes. En fait, c'est hyper bien écrit, c'est brillamment porté, c'est juste, c'est pertinent à tous les endroits. La mise en scène, l'humour, les raccrochés, on divague mais on raccroche. En fait, c'est tellement bien construit, tellement bien écrit, c'est d'un satisfaisant incroyable et c'est génial. Et en fait, je ne connaissais pas bien l'histoire de Carmen, donc j'apprends l'histoire de Carmen. Enfin, c'est génial, c'est génial. Et maintenant, je n'ai plus qu'une quête sur cette terre, c'est de voir Phèdre, qui est le seul de la trilogie que je n'ai pas vu, parce que je trouve ça incroyable comme démarche artistique déjà de se dire je vais reprendre un grand classique du théâtre, un grand classique du ballet, un grand classique de l'opéra pour en faire des seuls en scène. C'est brillant comment c'est écrit, donc je veux trop voir Phèdre, surtout que j'adore l'histoire de Phèdre, pour le coup que je connais mieux que ça pouvait être le cas de Gisèle et de Carmen, donc je n'ai plus qu'un objectif sur Terre, voir Phèdre. Ensuite j'ai vu 77 de Ludovic Paco Grivel, qui est une pièce de théâtre adaptée d'un livre, 77. J'ai honte, c'est pas du tout 77, c'est vraiment 7-7, genre le département du 7-7, c'est tout l'objet du spectacle, on le dit 400 fois, 7-7. Pas 77. Comment il s'appelle le monsieur, je sais plus. L'auteur du livre. On va pas retrouver. Marin. Marin quelque chose. Martin. Marin. Je sais plus. Je ne sais plus. Pas du tout. Benoît. J'en sais rien. J'ai trouvé l'interprète, le comédien assez remarquable. J'ai eu du mal à rentrer dedans. Je suis pas tout de suite... Genre, j'ai pas tout de suite été emmenée, mais une fois que j'étais emmenée, j'étais vraiment très bien emmenée. La mise en scène, elle est d'une simplicité assez redoutable. Ça fonctionne trop bien. Il y a le gars qui mixe et qui fait le son qui est au plateau avec le comédien. Il y a genre un flight au milieu du plateau qui fait office de banc. Et c'est tout. Et quelques jeux de lumière qui en fait n'étaient à mon sens même pas nécessaires. Donc l'interprète est remarquable. La mise en scène en elle-même, bien que très simple, fonctionne très bien. Et le texte, moi je n'ai pas lu le livre, donc je me rends pas compte si c'est mot pour mot le déroulé du bouquin ou pas. J'ai trouvé que c'était bien, ça m'a bien emmené et tout, mais après tout, je me dis quand même que le texte est assez simple. On est vraiment sur une littérature facile. C'est-à-dire que ça se veut un peu subversif, un peu politique, un peu engagé. En fait, pas tant. Voilà, j'ai trouvé ça un peu... Ouais, bon, c'est facile. Et je m'interroge aussi sur la... C'est le comédien qui porte vraiment le texte. Si le texte est exactement celui du livre, moi je m'interroge toujours dans le théâtre sur la part, en fait, enfin, même dans le spectacle, sur la part de responsabilité, mais au sens positif du terme, de celles et ceux qui signent, en fait, les spectacles. Parce que là, je me dis, bah, Ludovic Paco Grivel, d'accord, mais t'as trouvé un gars qui est très bon. Je me rends pas compte, après, je connais pas le théâtre, mais t'as trouvé un gars qui est très bon et
t'as eu des idées qui sont bonnes, mais qui sont pas révolutionnaires, et tu signes un spectacle. Mais en fait, si ça fonctionne grâce à qui? Parce que c'est son nom qui signe le spectacle. Vous voyez, moi, ça me pose toujours question dans le spectacle vivant. Et en même temps, je pense que c'est la même chose dans le cinéma, c'est juste que c'est des logiques que je connais beaucoup moins. Mais je sais pas, ça m'interroge, ça m'interroge. Et enfin, en spectacle, j'ai vu Témoin de Saïdo Lelou, qui est un chorégraphe du collectif Faire, qui dirige le CCN de Rennes, en Bretagne. J'ai trouvé les interprètes excellents et excellentes, mais je n'ai pas été emportée au global. En même temps, il n'y a pas vraiment de global. L'enjeu de la pièce, c'est qu'il y a 20 danseuses au plateau qui font des choses. À droite, à gauche, ensemble, pas ensemble, d'un côté, dans un coin, puis dans l'autre. Et c'est vraiment cette idée de on est témoin de quelque chose qui est en train de se passer au plateau. Ok. Je dois dire que j'étais pas au max de ma concentration. Pour être tout à fait franche, j'ai tout à fait dormi. C'était pas à cause du spectacle, c'est juste que j'étais fatiguée. Et en fait, j'ai pas aimé la lumière dès le début. Donc ça m'a un peu mise en retrait. J'ai pas aimé la lumière. J'ai pas été emportée par un truc général, ce qui a fait que, voilà, j'ai pas pu garder mon attention, voilà. Et en même temps, je sens, j'ai l'intuition qu'il y a quelque chose de vraiment très très pertinent et très très juste dans la pièce. Parce que les interprètes sont très bons et que ce concept justement de pas donner la satisfaction d'écrire un spectacle de A à Z, bah il y a quelque chose pour moi qui se passe, mais c'est juste que je suis passée à côté parce que j'étais très fatiguée. Bon. Et enfin, en janvier, j'ai un petit peu lu. Je suis pas mal en panne de lecture là quand même depuis le mois de novembre. En fait, je sais pas si c'est une vraie panne de lecture ou si c'est juste que je prends pas le temps de lire, du coup je lis pas. Et que j'arrive pas à lire dans des petites interstices de mon temps. Mais peut-être qu'il me faudrait juste une plage de 2 heures où je me remets à lire pour re-rentrer dedans. Je sais pas trop. Toujours est-il que j'ai lu quand même Jouer le jeu de Fatima Das, parce qu'il y avait une lecture de Jouer le jeu par Fatima Das et que je voulais lire le livre avant d'aller à la lecture. Donc en fait, c'est un peu ça qui m'a qui m'a motivée à faire un focus sur ce livre. J'ai été très touchée par l'histoire de Kaiden, évidemment. J'ai trouvé qu'elle était bien mise en œuvre et en même temps, ce livre m'a beaucoup frustrée parce qu'il y a vraiment des passages qui m'ont retourné le bide, qui m'ont pris aux tripes de ouf. Et donc, je me dis qu'il y a toute la force, et aussi parce que j'ai lu la petite dernière qui, pour le coup, je pense, m'a retourné le bide de A à Z. Je sais que Fatima Das a toute la capacité d'écriture et la force de frappe pour me toucher et pour me retourner le bide. Et quand je vois dans ce livre des passages qui me prennent aux tripes de ouf, mais aussi beaucoup de passages qui juste me laissent neutre, bah, je suis hyper frustrée de ne pas avoir plus été prise aux tripes pendant tout le bouquin, parce que je sais que ça aurait pu. Donc ça m'a un peu frustrée, et en même temps, bah, c'est aussi peut-être ça qui fait la force du livre, je me rends pas trop compte, et c'est aussi que je compare beaucoup avec la petite dernière, et peut-être que je devrais pas, sûrement que je devrais pas, parce qu'il faut pas, je pense, comparer des œuvres, enfin comparer les nouvelles œuvres des créatrices, des artistes à leurs précédentes œuvres, bref. Voilà, en tout cas, j'ai quand même beaucoup aimé. La fin, je l'ai trouvé vraiment en apothéose, c'était cool. J'ai beaucoup aimé ce livre qui m'a beaucoup touchée et je pense que je le relirai, mais vu que je ne l'ai pas, il faudra que j'en fasse l'acquisition. Et donc, j'ai assisté à la lecture d'extraits de Jouer le jeu par Fatima Das et c'était la première fois de ma vie que j'assistais à une lecture et je me dis waouh, l'exercice doit être hyper compliqué parce qu'en fait, quand tu es auteur ou autrice, tu écris tes histoires. Ça veut pas dire que tu peux les lire. Genre, lire, c'est un métier en soi. Il y a des gens dont le métier, c'est de compter, dont le métier, c'est de lire, dont le métier, c'est... Enfin, les comédiens, les comédiennes, les conteuses, les conteurs, les... Donc ça doit pas être évident, ça doit être un peu, peut-être presque ingrat comme exercice de dire on attend de moi que je maîtrise la lecture de Zinzin parce que c'est mon histoire, mais en fait, mon histoire, je l'ai écrite, ça veut pas dire que je peux la lire. Voilà. Mais après, enfin voilà, malgré ça, c'était assez exceptionnel et je dois dire que jamais de ma vie, j'aurais idée d'aller faire une lecture d'un ou une artiste que je ne connais pas. Parce que je pense que ça peut avoir quelque chose de très chiant quand même d'avoir quelqu'un qui te lit pendant 2 heures. Qui n'est même pas, on te lit pas une histoire parce qu'on te lit des extraits. C'était 1 heure en plus, j'exagère de ouf. Mais je sais pas, là j'ai été hyper prise dedans parce que j'adore Fatima Das et que je suis en mode oh, waouh, elle boit de l'eau, incroyable, oh, je respire le même air que Fatima Das, c'est fou. Voilà, parce que je suis un peu une fangirl. Mais une autre personne dont je ne connais pas le travail, je pense que je me serais un peu ennuyée à mourir. En tout cas, c'était génial et j'ai trouvé ça trop marrant et intéressant de voir comment Fatima Das, qui lit son livre, met des tons et des intentions à des endroits où moi je les mettais pas forcément pareil dans ma lecture. C'est pour ça que j'étais contente de l'avoir lu avant. Voilà. Et j'ai lu également Dans mon cerveau comme à la maison, qui est le livre BD
je sais pas trop si c'est vraiment une BD ou si c'est un livre dessiné, de Stam. Mathilde, je crois, elle s'appelle, mais je crois que c'est signé Stam. Euh, C'était super. Ça, pour le coup, ça m'a retourné le bide de A à Z. J'ai trouvé ça assez poignant, très réussi, très pertinent, très touchant. Même là où je m'identifiais pas, enfin, il y a quand même tout un tas de choses qu'elle raconte d'elle qui, moi, auxquelles je m'identifie pas. Ça m'a retourné de ouf. Alors, je vous laisse imaginer quand je me sentais concernée et que je m'identifiais à ce qu'elle racontait. La débandade émotionnelle, mais c'était super. Et je me suis dit aussi en lisant Stam que peut-être ça me relancerait dans la lecture, parce que parfois je passe par les BD pour reprendre un peu le fil. Et en fait, non. Mais en fait, je crois que c'est surtout une question de temps et d'organisation de temps, parce qu'il faut faire trop de trucs. Et que lire, bah, ça prend du temps. Voilà pour le mois de janvier 2026.